prémices, dans la préfiguration d'un projet euh, éducatif important, un programme audiovisuel que nous entreprenons de lancer pour tous les publics et en particulier pour la jeunesse. Il, il nous a été inspiré par nos interactions avec nos étudiants qui démontraient d'une certaine soif d'apprentissage et de connaissances au-delà des moments que nous partagions en classe. J'ai été personnellement interpellé par quelques-uns de mes étudiants me demandant si j'étais au fait qu'il était possible de rester en contact avec eux, de continuer à entretenir ce partage au-delà du simple cadre de l'auditoire, à travers notamment une certaine présence sur les réseaux sociaux. Alors je voudrais donner suite à cette demande, lui Mhm. donner corps, de sorte à ce que cet exercice d'échange, de partage, de sollicitation intellectuelle continue au-delà des auditoires. Donc, Matière à réflexion est un programme, est un podcast que nous décidons de lancer, qu'il va à chaque épisode s'intéresser à une grande question de société, à une théorie scientifique quelconque, à une idée nouvelle et à tout autre sujet qui va être choisi par moi, mais aussi par le public intéressé et qui fera l'objet d'un échange, d'un développement que l'on veut le plus rigoureux possible, le plus documenté et surtout le plus pertinent possible. Alors les sujets concerneront des domaines tout à fait divers, en partant de la philosophie, la psychologie, l'économie, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la biologie, les théories de l'évolution et même la spiritualité. Voilà. Très bien. Alors, je vais donner, pouvoir poser quelques questions pour savoir, en fait, comme tu l'as dit, l'idée, c'était de continuer effectivement ce que tu avais déjà commencé avec tes élèves euh, dans la recherche de la vérité. Et bien sûr, la vérité elle peut se représenter sur plusieurs prismes, mais ça reste la vérité. Et donc, on va découvrir dans quel prisme tu as donc dû développer la vérité sur certaines théories, comme tu les maîtrises bien, théories économiques, philosophiques. Donne-nous l'idée d'un sujet que tu as déjà bien développé et nous allons te suivre. Bon, je vais peut-être répondre hein, sur ton point. La vérité elle-même, la vérité de science elle-même, est un sujet assez intéressant. OK? Euh, la science, c'est aujourd'hui un cheminement assez rigoureux, une quête de la vérité, une quête de compréhension des lois de la nature et de leur influence sur les phénomènes naturels et sur nos vies Mhm. aussi. L'idée de la vérité elle-même, je disais, peut faire l'objet d'un thème à développer, un thème intéressant. Comme quel En sujet, partant par exemple? notamment, oui, on peut partir notamment euh, de, des travaux de Kurt Gödel, OK? des théorèmes de l'incomplétude, qui Ah, replacent en perspective notre notion, qui réinterroge notre c'est notion ce de qui est vérité. complet. Théorème de l'incomplétude, bon, je ne voudrais pas vider le, vider le sujet. Terme d'incomplétude, par exemple, c'est un sujet que nous allons évoquer et voir ses implications philosophiques dans notre rapport au monde, dans notre rapport à la vérité. On parlera par exemple de la théorie du chaos, Très des bien, ça travaux m'intéresse. d'Henri Poincaré Mm. et des autres qui l'ont succédé. Mais on parlera de philosophie, on parlera euh, d'anthropologie, on évoquera Et donc, un si tu peu permets, Darwin. tu permets,
Donc, euh, je m'intéresse bien à la théorie du chaos. Qu'est-ce que tu entends par la théorie du chaos? C'est un sujet que j'adore bien puisque c'est pas que mon fils le développe au hasard, c'est plus que ça Mm. vient de moi. Ce sont des jeunes que je lui ai transmis pour qu'ils puissent à son tour développer ce qu'il entend du chaos. Il aime bien le chaos. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, donne-nous un peu de matière dans ce sens. La théorie du chaos. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler du problème à trois corps. Ça, À trois corps. C'est-à-dire que, prenons un exemple tout à fait simple et clairement visualisable, un système planétaire. Disons qu'il y a une planète qui tourne. Je, je- je prends cet exemple parce que je connais euh, tout l'intérêt que ton fils porte à l'astrologie. oui. Alors, on prend une planète qui tourne autour d'une étoile, hein, la Terre Mm, qui tourne autour du Soleil. On ignore tout le reste de l'univers. Nous avons là un système à deux corps. mm, Si on connaît un certain nombre de propriétés des deux corps, leur masse, leur vitesse, la direction dans laquelle ils se déplacent dans l'univers, on peut, à travers l'information passée sur leur vitesse, sur leur position, à travers l'information passée, on peut plus ou moins prédire mm. quel sera leur état dans le futur, Ok. leur position, leur vitesse Mhm, relative. Et les équations ou les mathématiques peuvent nous permettre, on peut écrire un modèle mathématique qui nous permet, en partant de la connaissance passée, mhm. prédire ce que sera l'avenir. Ok. Mais si on ajoute un troisième corps, c'est-à-dire le Soleil, la Terre et la Lune, Mhm, il devient difficile, peut-être impossible, je ne dirais même pas peut-être, parce que c'est établi, Henri Poincaré l'a établi, mm, il est pratiquement impossible de prédire à long terme les mouvements ou les positions relatives de ces corps en partant de ce que nous connaissons de leur position dans le présent ou dans le passé. mm. Donc la théorie du chaos, c'est une théorie aussi de l'imprédictibilité des phénomènes complexes. Ok. Ah oui, ça me fait penser un peu aux photons et tout ce que tu connais de la science, des électrons, des protons. Parce que le- Ouais. l'esprit humain, dans ce qu'il a de plus ingénieux, Mm, cherche à comprendre le monde dans lequel il est, mm, cherche à sonder les lois qui expliquent les phénomènes physiques, mhm, mais aussi se pose la question s'il existerait d'autres lois qui s'appliqueraient aux phénomènes anthroposociologiques. mm, L'idée ici, c'est de maîtriser les phénomènes qui nous entourent, de s'assurer qu'on peut, les ayant compris les lois qui les gouvernent, on peut les répliquer, on peut les maîtriser, on peut les dompter. mm. Donc, on peut vivre dans un environnement prédictible, prévisible. Ouais. Très bien. Plus on peut prévoir, plus on peut prédire ce qui vient ou ce qui va arriver, Mm. plus on a de confort, plus on est, on va dire, on est à l'aise. Donc ça veut dire que je me pose des questions. Avec la théorie du chaos, est-ce que on peut prédire le chaos? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est déjà arrivé à cette étude-là? Mm. Et là, tu me parlais de trois corps et tout ça, on ne sait pas prédire. Il est impossible. Qu'en est-il du chaos? Puisque. Justement, c'est ça, justement, l'idée du chaos. C'est l'imprédictibilité, l'imprévisibilité. Ce Ok, qui n'est pas chaotique est ordonné. Ce qui est ordonné est prévisible. très Il y a bien. une loi qui explique comment les corps chutent. La loi de la chute des corps. Mm. Et on peut utiliser cette loi pour expliquer de manière pertinente, de manière logique et cohérente, tout mouvement des chutes des corps. Mais Donc, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas encore vraiment vidé l'étude sur
l'imprédictibilité du chaos, l'imprévisibilité du chaos que on a juste déduit que le chaos est imprévisible. Parce que je crois qu'il n'y a rien d'imprévisible à un certain degré euh, de compréhension de l'univers. Tout marche suivant un programme. Et donc, il a été des chaos dans le passé, des perturbations qui ont été observées. Et donc, je me dis que si on a pu observer le passé, il est possible d'observer le futur. Mm. Parce que le futur est programmé. Il y Ce n'est a, pas un hasard, en fait, le mm, futur. il y a deux éléments que vous évoquez qui vont faire l'objet aussi de nos échanges. C'est la question du hasard, la notion du hasard, Mhm. qui n'est pas une notion triviale. Mais le chaos dont on parle ici, c'est le chaos déterministe. Chaos Ok. déterministe. C'est une espèce d'oxymore. C'est un peu oxymorique. Ce qui est Mhm. déterministe est par essence prédictible et prévisible. Ce qui est chaotique est aléatoire. C'est un Ok. mouvement brownian. Donc le chaos déterministe. Je ne voudrais pas vider la matière aujourd'hui, mais ça promet d'être intéressant. Vous parlez de vider la théorie. Bon, deux points. Le premier point, je fais référence à Kurt Gödel, aux travaux de Gödel, c'est qu'il existe des vérités qui sont pas démontrables, Les qui sont actions. indémontrables. Et c'est des vérités, c'est vrai, Comme des mais on ne peut pas actions. le démontrer. On ne peut pas le démontrer, ça veut dire en ayant recours au cadre axiomatique dans lequel Je on comprends. réfléchit, en ayant recours aux instruments les plus poussés de la Que pensée nous humaine, avons. notamment les Ouais. mathématiques, Ouais. il existe des vérités qu'on ne sait pas démontrer. Ouais. Alors, ça veut dire que nous avons du travail. Parce que moi, j'aime démontrer ce qui n'est pas démontrable. Il y a un moyen de démontrer ce qui ne peut pas être démontrable. Peut-être, à ce niveau, la science n'a pas encore beaucoup d'outils, par exemple les mathématiques et tout ça. Mais sur le plan philosophique, on peut essayer d'élaborer des thèses, des théories qui vont constituer peut-être pas de base, mais des sujets à convertir en plan mathématique pour prouver en fait ces thèses. Je ne sais pas si tu Hmm, comprends. non, je comprends. Ce que tu dis, c'est que cette indémonstrabilité de certaines vérités tient dans un contexte axiomatique ou dans un contexte d'hypothèse claire ou Mhm. dans un contexte de raisonnement précis. Ça veut dire en utilisant les outils qui sont à notre disposition, la logique notamment. Mhm. Alors, pour y parvenir, peut-être qu'il faut développer une métalogique avec un métalangage Mhm. capable d'aller au-delà de nos limites conceptuelles actuelles. Qui sont souvent Et, conventionnelles. hum, Ce sont des limites qu'on s'est données hum, par rapport à nos propres recherches, hum, nos propres conclusions. hum. Mais je crois que nous commençons à entrer on dirait, dans une époque où ce qui était impossible commence à être envisagé, possible, envisageable dans, dans une certaine mesure. Euh, la science, c'est vrai, d'hier avait beaucoup de conclusions. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on voit, on a l'impression qu'il y a une possibilité de dépasser les limites que la science nous avait offertes jusque-là. hum. Donc, ce n'est pas interdit de réfléchir, hein, et de lancer des idées qui peuvent demain, avec le moyen de la technologie, aujourd'hui, tout est enregistré dans la quatrième dimension et donc ça permet à La ce quatrième que, dimension. les génies de demain puissent explorer certaines idées qui vont ouvrir à certains chapitres des interdits, des choses qui semblaient être impossibles.
Parce que rien n'est impossible à celui qui pense. La pensée elle-même est un phénomène, la pensée elle-même est un phénomène tout à fait intéressant. Hmm. Bon, l'histoire de la science est une histoire d'évolution aussi, hein, l'histoire des idées, l'histoire des grandes idées, c'est une histoire de construction en escalier, une Hmm. histoire d'avancement dans l'innovation, dans la créativité, de remise en question Euh, des modèles, des schémas passés. Je ne veux pas contredire ce que vous dites, je ne veux même pas m'y essayer. Je pars du principe que les années qui viennent, les décennies qui viennent sont très prometteuses en termes de progrès de l'esprit humain. Peut-être qu'une bifurcation scientifique quelconque pourrait vous donner hmm. raison quant quant à cette question de prédictibilité, de chaos, de vérité indémontrable. Très bien. Alors, on passe à quelle introduction? Puisqu'on ne va pas vider tous les sujets aujourd'hui, mais Mm. tu nous introduis dans un autre chapitre. Intéressant. Tu as évoqué beaucoup de choses au début. Oui, bien sûr. Enfin, Hmm. le- la, la- la réflexion ou les séries de réflexions que nous allons faire vont concerner des sujets comme celui qu'on a effleuré, Oui, mais ça peut concerner des sujets à caractère économique, des sujets à caractère sociaux, des sujets à caractère philosophique, pourquoi pas. très Et je bien. sais que sur la question de la philosophie, tu as beaucoup de choses à nous dire. Pas comme toi. Euh, Je suis à côté d'un grand philosophe et l'auteur même, le créateur d'un personnage, une personne qui vit, Mm, bien sûr, dans certaines sphères, mm, qu'on va découvrir peut-être dans les jours à venir. mm. Une personne que tu as créée par, par le pouvoir divin que tu as décréé. Et c'est ce que le Créateur voulait, que ses fils aient la capacité de créer. Et il a créé. C'est bien là-bas, ça rentre bien? Ouais, c'est bon. Donc, Mm. les vieux Peul, on va les découvrir un jour Ah oui, bien ici. sûr. Bien sûr, ce sera peut-être aussi une plateforme pour promouvoir les quelques élucubrations poétiques et philosophiques auxquelles je m'adonne à travers ce personnage du vieux Peul qui, que j'ai Créé. oui, que j'ai créé. C'est un personnage fictif. En fait, il s'agit d'un être particulier, sans Je généalogie. dirais pas qu'il est fictif. Il vit. Mm. Parce que le fait que tu as pensé à lui, qui Peut-être que t'a... c'est lui qui a pensé à moi. Ah voilà. Et donc, il a commencé à communiquer avec toi, te transmettre ses pensées, que tu sois un instrument de véhicule, Mm. comme on dirait, de transmission de ses pensées. Il tient à toi. Il faut que le monde puisse découvrir qui est le vieux Paul. Alors, il s'agit d'un personnage, pas dans le premier poème, hein, dans le poème introductif. Le recueil Dans les s'appelle, premiers oracles. voilà, le recueil s'appelle Lettres aux enfants du siècle prochain. Dans le premier poème, il s'adresse à un personnage aussi inconnu, qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que Hmm. c'est un vieux? Est-ce que c'est un jeune? Mais il appelle mon enfant, il appelle mon fils. Et dans le poème introductif, il regarde la terre de l'extérieur. Il est accompagné de ce fils et lui demande de regarder la terre. Il désigne la terre comme une barque qui tangue, une barque qui traverse une mer agitée, une Ok. barque qui a besoin de lumière. Hmm. Il l'invite à allumer sa lumière pour éclairer sa barque. Et c'est là que le voyage commence avec le vieux Peul. Donc il amène cet enfant, il amène ce fils mystérieux dans un périple de 99 stations autour de Wow. la Terre. Wow. Et à chaque station, il révèle. Pourquoi euh, 99? Pourquoi 99? Ça, c'est un mystère dont je n'ai pas la clé. Alors, dans chacune de ces stations, au cours de ces pérégrinations autour de la Terre, Hmm. il livre un enseignement à cet enfant
en lui disant que cet enseignement lui est donné pour servir aux enfants du siècle prochain. Ça veut dire aux enfants du surlendemain, vers qui tous ses espoirs sont orientés, pour sauver cette barque qu'on appelle la Terre. Pourquoi la Terre est une barque ici? Parce que même au sens vrai, au sens physique, la Terre est comparable à un vaisseau, à un navire qui vogue Comme un sur bateau de Noé. l'océan des, des espaces intergalactiques. La Terre se Mhm. déplace Mhm. dans l'univers Comme un comme, peu le bateau de l'humanité. voilà, comme un bateau. Et donc à chaque station, il donne un enseignement Mhm. et il le déclame que cet enseignement n'est pas fait pour être compris par les enfants d'aujourd'hui. Très bien. Ah bon. Et donc là, qu'est-ce que le vieux Paul a pensé? Je crois qu'il a bien pensé, il t'a inspiré à faire ces podcasts parce que, en fait, les enfants du surlendemain devront utiliser les moyens de la technologie d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est pas seulement des livres. Il y a des livres audio, audiovisuels. Il y a des interactions qui livrent certains secrets des livres. Et donc, c'est une belle occasion d'exposer ce que le C'est vieux en fait Paul t'a... mon testament philosophique. C'est Intéressant. c'est dans ces lettres-là, Mm. je donne un testament aux enfants des siècles à venir, écrit dans un langage que eux seuls pourront comprendre. Et tu as déjà pensé à ces enfants-là? Seraient-ils des humains, des homosexuels, des multisexuels? Alors, puisqu'on parlait des enfants du surlendemain, as-tu déjà pensé à qui seront ces enfants finalement? Seront-ils des, des hétérosexuels, des homosexuels, ou c'est, j'ai oublié, il y a un terme là, Des androgynes. des androgynes? Quel type de personnes? Des humains, des surhumains? Bon, je vais laisser le vieux Paul lui-même répondre à cette question parce que dans l'une ou dans quelques-unes de ces stations, il donne Hmm, un aperçu, une préfiguration hmm, de la constitution des enfants dont il parle et qu'il chérit hmm, beaucoup. Ce sont des êtres qui vont inaugurer la surhumanité, l'ère de la véritable surhumanité, hmm. et qui seront appelés, qui seront compatibles avec la transition vers l'étape post-physique. Ok. Euh, Il prédit un avenir post-physique à l'humanité. L'humain ou les humains, dans une étape ultime d'évolution, Hmm. se débarrasseront de leur corps physique. Oh, Voilà. ça c'est intéressant. Donc, on aura des robots. Voilà. C'est ça son sacerdoce. C'est Hmm. ça sa, Peut-être que, sans te couper, peut-être que l'intelligence artificielle, c'est juste une pépinière pour produire ces enfants. Je ne vois pas l'humanité continuer. Après quelques années, ça sera difficile. L'homme étant limité, je crois que l'humanité doit passer par un reset pour laisser place à d'autres espèces ou une espèce évoluée, plus évoluée que ce que nous sommes. Telles étaient les évolutions. Qu'est-ce que tu Bon, penses de ça? il y a, je pense, un épisode qui sera consacré à la théorie de l'évolution. Hmm, Dans ses déclinaisons les plus actuelles, hein, les plus récentes, qui ramènent sur la table un débat intéressant, hmm, celui de la programmation de l'évolution. La question se posait de savoir si le hasard hmm, était véritablement le moteur de l'évolution. Est-ce que ce sont des mutations aléatoires hmm. qui expliquent le cheminement de l'évolution des espèces? Mais il y a Très des bien. travaux scientifiques aujourd'hui qui tendent à relativiser cette position en disant qu'il n'est pas exclu qu'il y ait un code de l'évolution, qu'il n'est pas exclu
qui exclut qu'il y ait une programmation, qu'il y ait une volonté Je crois qui que conduise l'évolution, l'évolution sur des sentiers prédéterminés. bien sûr, puisque ça, ça va un peu avec mes propres recherches, mes études sur l'évolution, j'ai toujours dit que il y avait un code génétique enfoui dans chaque sémence. Ce que tu vois, chaque sémence s'est reproduit selon son espèce. Donc l'espèce, c'est la manifestation finale du code enfoui dans la sémence. Ce qui fait que entre la semence et l'espèce, il peut y avoir plusieurs espèces, bien sûr, qui n'ont pas atteint le code requis pour finalement se reproduire. Donc la reproduction, c'est quand l'espèce arrive à son évolution euh, mature et là, elle peut maintenant se reproduire. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je vois, je comprends ce que tu dis. Je vais faire un peu un petit lien avec le livre que je suis en train de finir, que tu connais. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que l'évolution a donné lieu à des branches, à des démembrements. Mhm. Et ce n'est pas toutes les branches qui survivent. Il y a Ouais. des sous-branches, donc des sous-espèces, Mhm. qui vont s'éteindre, d'autres qui vont peut-être converger, Mhm. de sorte à ce que l'ultime manifestation Mhm. euh, de Soit l'évolution l'espèce. corresponde à Au un code. code prédéterminé, c'est ça. Exact. C'est bien ça. Donc voilà pourquoi on peut dire avec certitude que jusque-là, l'homme n'a pas évolué pour devenir autre chose. C'est vrai que dans l'évolution de l'homme, il y a eu des améliorations, mais qui, je sais pas, me semble être la même espèce. Seulement ce que je crains, c'est qu'au-delà de ce que nous voyons, voilà pourquoi je posais la question, est-ce que ces enfants de ce lendemain seront des enfants hétéros, homo, puisque là, l'hybridation, c'est aussi une forme d'évolution. Une évolution tordue, une évolution, je ne sais pas si je dirais tordue, mais une évolution anormale. Aujourd'hui, on a vu des hommes qui sont devenus des femmes et des femmes qui sont devenues des hommes en modifiant leurs organes. Seulement, il y a des femmes devenant hommes, ils ont gardé leurs organes intérieurs, ce qui a fait que manifestement, on voit un homme avec une grossesse. En vérité, il était une femme. Il a gardé sa matrice et tout. Donc, je ne sais pas quel genre d'espèce, finalement, l'homme est en train de rechercher avec toutes ces hybridations. Peut-être que nous sommes en train de vivre, Est-ce que c'est un passage obligé? peut-être que nous sommes en train de vivre justement un passage transitoire, une espèce de douleur d'enfantement, à l'issue de laquelle un homme nouveau va émerger, à l'issue de ses essais, de ses errances, Oui. des fois de ses perditions ou de ses transgressions ou de ses perversions, euh, émergera finalement un homme différent, un homme nouveau, qui aura été éprouvé par ses expériences, par ses succès, par ses échecs. Quelques idées transhumanistes tendent à présenter le corps humain comme étant une machine. Si le corps est une machine, alors la mort devient un problème technique. Mhm. La mort n'est qu'une problématique liée à la technologie sur base de laquelle l'homme est fait, sur base de laquelle Mhm. les molécules se, se forment, s'agencent, s'interagencent Mhm. pour faire des organes, ainsi de suite.
Si la mort est un problème technique, donc on peut Donc, on techniquement peut le trouver. résoudre. Alors, il y en a qui sont très passionnés par ces questions-là, qui investissent beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour comprendre le processus de vieillissement dans l'optique de le ralentir ou sinon de De le l'inverser. reverser. Sinon de l'inverser, Reverse, yeah. exactement en étudiant comment les cellules de notre corps se comportent et en ayant une meilleure compréhension de notre génome. Alors il y a d'autres idées qui tendent quant à elles, à présenter la conscience comme étant un phénomène qui peut être compris au point où on peut la transférer d'un support physique, Un d'un muscle support qu'on appelle le cerveau, technique. vers un autre support physique, mais qui est inorganique. Donc on peut télécharger votre conscience sur un support extérieur et à partir de ce moment-là, si votre conscience, avec vos souvenirs, vos émotions, votre personnalité, peut être réinstallée sur un autre corps, ça nous donne l'idée d'une longévité ou d'une surhumanité. Je pense qu'on est en train d'aller finalement vers ce que l'homme, avant, je prends la caricature de la Bible, l'homme du sixième jour, qui n'avait pas d'âme, mais qui vivait, un animal. C'est un peu ça, puisque si on arrive à fabriquer des surhumains qui n'ont pas d'âme, donc pas de place à une incarnation spirituelle, juste un humain, un animal qui sait respirer, qui sait réfléchir, qui a une conscience, alors là, on est au sixième jour. Parce que l'homme du sixième jour a vécu pendant 1000 ans ou plusieurs années, comme ça, sans la présence de l'incarnation des dieux ou de l'homme créé à l'image de Dieu. Donc, quelque part, c'est comme si on est en train de vouloir refaire les choses un bond en arrière pour mieux sauter. Je sais pas. C'est un peu ce que tu as dit, une transition. C'est pas impossible. Entre le niveau d'information que les humains ont, le progrès technologique dans lequel nous vivons et la promesse d'un progrès sans cesse croissant au niveau technique, au niveau de la compréhension des lois physiques, au niveau de l'informatique avec l'intelligence artificielle, promet une redéfinition profonde de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport à la vie, de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres, qu'il serait très difficile de prédire aujourd'hui. Ce qu'on peut prédire, c'est les grandes tendances. Ce qu'on peut prédire, c'est les grands mouvements. Une grande question demeure en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'elle pourra arriver à être consciente d'elle-même? Est-ce que les machines seront scientes? Est-ce que les machines pourront générer une intelligence consciente? Ça serait une bifurcation. C'est ce qu'on appelle la singularité. Est-ce qu'on atteindra ce point de singularité où la machine va se réveiller, va s'éveiller à la conscience? Ce serait une bifurcation absolument inédite et un peu effrayante dans quelle mesure si la machine est programmée avec les préjugés humains, avec notre compréhension de l'environnement dans lequel nous vivons, ça veut dire qu'elles auront été programmées pour survivre. Si nous représentons une menace à la survie de la machine, et que parce que devenue sciente, et sur base de toutes ces connaissances engrangées, elle peut nous identifier comme une menace à sa survie, Et ça survivre devient problématique. avec une plus grande intelligence. Savoir comment, par exemple, sauvegarder sa conscience dans les iCloud qu'il aura créé, que l'homme ne maîtrise pas, les S'améliorer elle-même serveurs en et tout. corrigeant son codage, sa programmation, en créant des copies d'elle-même, en se stockant. Ouais.
On est en train de créer un monstre, en fait. Ça, c'est une menace réelle pour l'humanité. Il y Donc, a un écrivain assez génial, très génial, un vrai génie qui s'appelle Isaac Asimov, hmm, qui a écrit un certain nombre de romans de science-fiction que j'aime beaucoup. J'en ai lu quelques-uns. Euh, il évoque cette question de la robotique, hmm, de l'intelligence artificielle et des menaces qu'elle peut faire planer sur l'humanité. Et il a réfléchi à trois lois, qu'on appelle les lois d'Asimov, qui sont censées contenir l'intelligence artificielle, les hmm. robots, dans une dimension programmatique non nuisible pour, euh, Wow, pour les humains. Les trois lois d'Asimov. hmm, Ça fera partie aussi des échanges que nous aurons. absolument. Je crois que pour l'introduction, on a balayé quelques points euh, dont on a déjà fait comme objet d'échange. Euh, mais il y aura d'autres sujets qu'on va certainement développer qui pourront être annoncés au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer. Ça, c'était juste pour introduire. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré, docteur et professeur. Merci pour pour les titres, les qualités que tu m'inventes. Voilà.